Roland Marco se pencha sur sa table de travail, installée dans un coin de la chambre conjugale, et tenta de se concentrer. Schultz avait négligé d'établir le total annuel des revenus provenant de ses dépôts à terme et de divers autres placements. Roland savait qu'il détenait quelques actions. Il en était à présent au compte du mois de décembre. Il avait sous la main tous les papiers voulus, rentrées et factures pour chaque mois de l'année. Mais devrait-il les éplucher un à un pour retrouver la somme des intérêts perçus par son client? Schultz était un acteur spécialisé dans la publicité télévisée. Il se jugeait efficace et ordonné, ce qui était loin de la vérité. Guarca cria encore une fois la voix bredouillante qui lui parvenait à travers les deux portes closes. Gououou répondit sa femme plus doucement, un sourire dans la voix. Révulsant, pensa Roland. On dirait vraiment que Jane encourage le petit idiot. L'enfant, se corrigea-t-il. Et il se pencha de nouveau sur sa déclaration de revenus de Schultz. C'était la période dure, fin avril, et, comme ses deux collègues, Roland emportait du travail à la maison le soir. Il n'y a qu'à trafiquer les chiffres, se dit-il. Pour ce qui était des dépôts à terme, il pouvait, au jugé, en estimer le revenu à $100. Puis, Roland Marco n'était pas ce genre d'homme. Il était par nature honnête et méticuleux. Il était convaincu qu'il rendait un meilleur service à ses clients à long terme s'il établissait pour eux des déclarations de revenus scrupuleusement exactes. Il ne servirait à rien qu'il téléphone à Schultz pour lui demander des précisions, car tous les documents étaient en sa possession, répartis en 12 enveloppes, marquées chacune du nom du mois. Il devait faire les vérifications lui-même, et il était près de minuit. « Guarca !» reprit Bertie d'une voix stridente. Roland n'en pouvait plus. Il se leva brusquement, sortit de la pièce, traversa le couloir et frappa, pour la forme, à la porte de la chambre de Bertie. Jane, assise sur les talons, avait le sourire de quelqu'un qui passe un bon moment. Derrière ses lunettes rondes cerclées de noir, ses yeux brillaient de joie. Les mains posées sur les cuisses, elle paraissait décontractée. Bertie était mollement assis en face d'elle, le regard vague, la langue pendante. Il n'avait pas même regardé dans la direction de Roland quand il avait ouvert la porte. « Ton travail avance, chérie ?» demanda Jane. « Sais-tu qu'il est minuit ? Je sais, je n'ai pas le choix. Est-ce qu'il a vraiment besoin de dire sans cesse Guarca ? Ça signifie quoi, au juste ?»« Rien du tout, dit Jane en riant. C'est un jeu ? Oui, tu es fatigué, je sais. Je suis désolé si nous avons fait du bruit. »« Nous ?» Roland sentit une bouffée de colère monter en lui. Leur enfant était mongolien, débile, définitivement abruti. Était-il nécessaire qu'elle dise « nous » ? Roland essaya de sourire, repoussa sur son front une mèche de cheveux noirs et raides, et s'aperçut qu'il transpirait. « Bien, bien, moi je comprenais. Gourka, tu sais, ces soldats indiens. Je me demandais ce qu'ils venaient faire là. »« Goua !» dit Bertie, qui tomba sur le côté et s'aplatit sur la moquette. Il ne souriait pas. Pendant un instant, ses yeux bridés avaient paru rencontrer le regard de son père, mais Roland savait qu'il n'en était rien. Epicanthus, tel était le nom donné à cette infirmité mineure. Roland n'ignorait rien de la terminologie appliquée aux enfants atteints de trisomie 21. Il avait tout lu sur la question au moment de la naissance de Bertie, plusieurs années auparavant. Ce vocabulaire compliqué était resté gravé dans sa mémoire, telles les litanies du catéchisme apprises dans son enfance. Mais Roland détestait cette information savante, parce que on ne pouvait rien faire pour Bertie. Alors, à quoi bon connaître chaque détail de la maladie ? « Tu es fatigué, Rolly, dit Jane. Ne ferais-tu pas mieux d'aller te coucher maintenant et de te lever 1 heure plus tôt demain matin ?» Roland secoua la tête d'un air las. « Je ne sais pas, je vais voir. » Il avait envie d'ajouter « si tu le faisais seulement taire !» Mais il savait que c'était une joie pour Jane de jouer le soir avec le petit, et l'heure de son coucher n'avait aucune importance, car plus tard il s'endormait, et plus longtemps il restait tranquille le matin. Bertie avait sa chambre à lui. Elle était meublée d'un lit bas, de 2 lourds fauteuils qu'il ne pouvait renverser, il était étonnamment fort, et d'une table basse, en bois, également lourde, dont les angles avaient été arrondis et limés par Roland. Sur la moquette traînaient des jouets en caoutchouc mou, qui ne risquaient pas de briser les vitres si Bertie les jetait contre la fenêtre. Bertie avait de fins cheveux roux, une petite tête au sommet et à la nuque aplatie, un nez court, épaté, une bouche pareille à un trou rose, à jamais ouverte, d'où pendait presque sans trêve une langue énorme. Sa langue était traversée à l'horizontale de bourrelets d'allure plutôt repoussante. Bertie bavait en permanence, bien entendu. L'horreur de la chose était qu'ils allaient l'avoir sur les bras pendant encore 10,
15 ans, ou plus exactement tout le temps qu'il était capable de vivre. Les Mongoliens mouraient souvent par insuffisance cardiaque à l'adolescence, ou même plus tôt, avait lu Roland. Mais leur médecin, le docteur Blatt, n'avait détecté aucune anomalie de ce côté chez Bertie. Il n'avait même pas cette chance, se dit amèrement Roland. Il serra son stylo à billes dans sa main crispée. Le pire était que Jane avait complètement changé. Il la regardait, penché vers Bertie, tout sourire et roucoulement, absorbé comme si Roland n'était pas dans la pièce. Jane avait pris du poids. Elle traînait toujours dans la maison de vieilles savates, qu'elle gardait même pour aller faire les courses si le temps le permettait. Ils avaient perdu pratiquement tous leurs amis au cours des dernières 4 ou 5 années. Tous, excepté les Drummond, Evie et Peter. Mais Roland les soupçonnait d'être motivés dans leur visite par une curiosité morbide envers Bertie. Il ne manquait jamais de demander à voir le petit quelques minutes, lorsqu'il venait pour dîner ou prendre un verre, et ils apportaient généralement un jouet ou une sucrerie à cet effet. Roland ne pouvait effacer de sa mémoire leurs yeux avides lorsqu'il regardait Bertie. Les Drummond semblaient le contempler avec cette fascination qu'on éprouve pour un film d'horreur ou pour l'image de quelque créature venue d'ailleurs. Venue d'ailleurs, non, hélas, se disait à chaque fois Roland. Né de ses reins, comme on dit dans la Bible, sorti du ventre de Jane, une erreur de la nature, une rareté statistique, un cas sur 700, lorsque la mère n'a pas dépassé 40 ans et Jane avait été mère à 27. Il avait fallu que ce coup du sort tombe sur eux. Roland revoyait aussi nettement que si c'était hier l'expression de l'obstétricien sortant de la salle d'accouchement. Le médecin, Roland avait oublié son nom, avait le visage sombre et les lèvres légèrement entr'ouvertes, comme s'il préparait à voix basse la phrase à dire. Et c'était sûrement ce qu'il faisait. Il savait que l'infirmière avait déjà donné à Roland les informations qu'il attendait. « Ah oui, monsieur Marco, votre enfant, c'est un garçon, mais je suis désolé d'avoir à vous le dire, il n'est pas normal. Alors, mieux vaut vous préparer tout de suite. » Trisomie 21. Roland n'avait pas tout de suite pensé au mongolisme, c'était le terme qu'il connaissait, mais en quelques secondes, il avait compris. Il se remémorait sa stupéfaction, plus intense sur le moment que sa déception. Et sa femme, elle allait bien ? Oui. Elle n'avait pas encore vu l'enfant. Roland avait vu le bébé 1 heure plus tard, derrière une paroi de verre. Il était couché dans une petite boîte de métal parmi une trentaine de boîtes semblables dans la chambre stérile et chaude qui accueillait les nouveau-nés. Personne n'avait eu besoin de lui préciser lequel était son fils. Cette tête minuscule, au crâne aplati, aux paupières obliques. Les autres bébés avaient de légers mouvements, serraient leurs petits poings, ouvraient la bouche pour respirer, bâillaient. Bertie ne bronchait pas. Mais il était vivant. Oh oui, bien vivant. Roland s'était informé sur les Mongoliens, et il avait appris que dans le ventre maternel, ils étaient singulièrement inertes. Non, ils ne donnent pas encore de coups de pied, avait répondu Jane, au moins une demi-douzaine de fois aux amis bien intentionnés qui lui demandaient des nouvelles de sa grossesse. Il est peut-être déjà plongé dans les livres, ajoutait-elle parfois. Jane lisait beaucoup. Elle avait été boursière à l'université, où elle avait obtenu une licence de sciences politiques. Jane était bien différente alors. En l'espace de 5 ans, elle était devenue quasi méconnaissable. Roland l'avait connue svelte et gracieuse, avec des chevilles fines, des cheveux bruns raides, coupés courts, un joli visage intelligent au regard vif et chaleureux. Elle avait gardé ses admirables chevilles, mais ses traits s'étaient épaissis, et elle ne se mouvait plus avec cette grâce légère et juvénile qu'il avait aimée. Tout en elle, pensa Roland, s'était concentré sur Bertie. Elle était devenue une sorte de monument, un corps massif, statique. Sa personne entière était occupée, obsédée par Bertie. Non, elle ne voulait pas d'autre enfant. Elle ne voulait pas courir de nouveaux risques, expliquait-elle volontiers, bien que le risque en question fût à peu près nul. On avait examiné le sang des 2 parents et procédé à un comptage de chromosomes. Habituellement, c'est la femme qui est porteuse, mais ni Jane ni Roland ne présentaient la moindre déficience chromosomique. S'il avait manqué un chromosome à Jane, cela aurait pu signifier que l'un de ses 45 chromosomes transportait un segment de chromosome manquant. Anomalie qui provoque le mongolisme chez l'enfant conçu dans un cas sur 3. Si donc Jane et Roland avaient un nouvel enfant, il retomberait dans la probabilité de 1 sur 700. Roland avait plus d'une fois envisagé de faire piquer Bertie, selon la formule employée pour les chiens et les chats incurables. Bien sûr, il n'en avait soufflé mot à Jane ni à quiconque, et maintenant c'était trop tard. Il aurait pu en faire la demande au médecin, juste après la naissance de Bertie.
avec le consentement de Jane, mais désormais, ainsi que Jane aimait à le lui rappeler, Bertie était un être humain. Était-ce si sûr? Il devait avoir un QI de 50. C'était la moyenne pour les Mongoliens, avait appris Roland, mais on n'avait jamais fait subir de test d'intelligence à Bertie. Rolly! Jane, souriante, venait de s'allonger sur le dos et se tenait appuyée sur les 2 coudes. Tu as l'air épuisée, chérie. Que dirais-tu d'un bon chocolat chaud ou du café, si tu dois encore veiller? Le chocolat te fera moins de mal. Roland marmonna quelque chose. Il en avait bien encore pour 1 heure de travail, car il devait étudier 2 autres dossiers, après celui de Schultz. Il regarda ce corps qui faisait songer à un crapaud. Le corps de son fils, oui, son fils, à présent allongé sur le dos lui aussi, avec ses jambes courtaudes, ses bras tronqués aux mains larges et maladroites, des mains qui ne savaient rien faire, avec des pouces comme des trognons, des aberrations, incapables de saisir quoi que ce soit. Qu'avait-il donc fait, Roland, pour mériter cela? Bertie portait une couche, bien entendu, ou plutôt une alaise. À 5 ans, il ressemblait à un bébé démesuré. Il n'avait pas de cou. Roland sentit une petite tape sur son bras quand sa femme passa à côté de lui pour se diriger vers la cuisine. Quelques minutes plus tard, elle déposa un bol de chocolat fumant auprès de lui. Il s'était remis au travail, il avait retrouvé les intérêts versés à Schultz, dûment notés par son client dans ses comptes d'avril et d'octobre. Roland liquida le dossier puis passa au suivant, celui de James P. Overland, gérant d'un restaurant à Long Island. Il dégusta son chocolat brûlant. Il le trouva agréable, réconfortant, mais ce n'était pas ce dont il avait besoin, contrairement à ce qu'avait affirmé Jane. Ce dont il avait besoin, c'était d'une gentille femme dans son lit, chaude et aimante, et même sexy, comme autrefois. Ce qui leur manquait à tous deux, c'était un beau petit garçon, en bonne santé, qui, dans sa chambre, de l'autre côté du couloir, serait en train de lire des livres, peut-être même parcourrait-il déjà Robert Louis Stevenson, comme eux à son âge. Un enfant qui cacherait une lampe électrique sous ses couvertures après l'heure du couvre-feu pour goûter encore quelques pages d'aventure. Bertie ne serait jamais capable de lire, ne serait-ce que le texte d'une boîte de cornflakes. Jane avait annoncé qu'elle dormirait sur le divan ce soir, afin que Roland puisse travailler tranquillement dans la chambre. Elle n'arrivait pas à dormir avec la lumière allumée. Elle avait souvent utilisé le divan, il suffisait d'y déposer un duvet, et parfois Roland couchait là, pour relayer Jane les nuits où Bertie se montrait agité. De temps à autre, Bertie se réveillait au milieu de la nuit, déambulait dans sa chambre, se cognait la tête à la porte ou au mur, et il fallait alors venir lui parler et généralement changer sa couche. La moquette devait être dans un drôle d'état, se disait Roland, mais sa couleur bleu foncé escamotait les taches. Le médecin avait prescrit des calmants, mais ni Roland ni Jane ne désiraient que Bertie devint dépendant des drogues. Espèce d'emmerdeur, grommela Roland. Mais il s'agissait de James P. Overland. Il pouvait à peine lui donner un visage, ne s'étant entretenu avec lui que 2 fois, plusieurs mois auparavant. Les débits et crédits d'Overland étaient loin de présenter la même clarté que ceux de Schultz, et le collègue de Roland, Greg McGregor, lui avait gentiment fourgué ce beau fatras. Greg avait sûrement du pain sur la planche lui aussi, et sans doute veillait-il aussi sous sa lampe du 23e rue, mais tout de même. Greg était son subalterne, et c'était lui qui aurait dû faire tout ce sale travail. Roland était censé apporter la touche finale, trouver toutes les combines légales et les dégrèvements d'impôts que permettait le fisc, tâche dans laquelle il excellait. Je m'occuperai de ce foutoir demain, se promit Roland, tout en sachant qu'il n'en ferait rien. Et puis, ce n'était pas si grave, simplement il était à bout de nerfs, fatigué et mécontent. « Gouarka » venait-il d'entendre? Ou avait-il imaginé? Quelle heure était-il? 1h20. Roland se leva, vit que la porte de la chambre était fermée et l'entr'ouvrit avec nervosité. Jane dormait sur le divan. Il ne distinguait que le bleu pâle du duvet et la tache plus sombre que faisait la tête de sa femme. Le cri de Bertie ne l'avait pas réveillée. Elle devait être habituée, se dit Roland. Et pourquoi pas, après tout? Avant Gouarka, il y avait eu Hag, un véritable cri de film d'épouvante ou de bande dessinée. Et avant cela, Roland se remit à sa table. Avant cela,
Il contemplait la nouvelle feuille d'impôt à remplir. À l'intention d'Overland, il avait écrit une note qu'il avait l'intention de lui transmettre par téléphone le lendemain, si une secrétaire arrivait à le joindre. Et il réfléchissait à ce que Berthier avait bien pu proférer avant Hague. Perdit-il la tête? Il changea de position, se redressa, puis se pencha à nouveau sur la page à demi remplie. Survolant de son stylo la liste des rubriques, il ne comprenait rien. Il lisait des mots, des chiffres, mais cela n'avait aucun sens. Roland se leva brusquement. Se promener, voilà qui lui ferait du bien. Peut-être allait-il laisser tomber le travail pour ce soir, comme Jane l'avait suggéré, et le reprendre tôt, demain matin, mais dans l'immédiat il devait marcher. Sinon, il n'arriverait pas à dormir. Il le savait. Il se sentait bien réveillé, électrisé par l'énergie nerveuse. Tandis qu'il traversait, à pas feutrés, le living-room, plongé dans l'ombre, il entendit Bertie gémir dans son sommeil. C'était une sorte de miaulement qui signifiait d'ordinaire que l'enfant avait besoin d'être changé. Roland se sentait incapable d'y faire face. Les miaulements allaient bientôt réveiller Jane, elle s'en occuperait. Elle ne travaillait pas le matin. Jane avait abandonné son poste dans un groupe de recherche à l'ONU lorsque Bertie était né. Ce qu'elle n'aurait certainement pas fait, se dit Roland pour la 100e fois, si Bertie n'avait pas eu un chromosome surnuméraire. Elle aurait repris son travail, comme c'était son intention. Mais la décision de Jane avait été immédiate. Bertie, son enfant chéri, serait sa mission à plein temps. Le contact de l'air frais de la nuit lui fut un véritable soulagement. Roland habitait dans la 52e rue Est. Il se dirigea vers l'Est. Un couple de jeunes amoureux, se tenant par la taille, avançait lentement vers lui. La jeune fille rejeta la tête en arrière et eut un petit rire. Le jeune homme, d'un mouvement rapide, déposa un baiser sur ses lèvres. Il paraissait habiter un autre monde, un monde très éloigné de celui de Roland. Ces gosses étaient heureux, bien portants, comme Jane et Roland, il y avait 6 ans seulement. Incroyable, quand on y songeait. Qu'avait-il donc fait pour mériter cela? Était-ce le destin? Quoi d'autre? Rien qu'il ne pût nommer. Il n'avait guère de sentiments religieux, et il ne croyait pas plus à la prière ou à un au-delà qu'il ne croyait à la chance. Chacun fabrique son destin. Les grands-parents de Roland étaient des émigrés. Ils avaient vécu dans la pauvreté. Ses parents n'avaient pas fait d'études. Roland s'était frayé un chemin à l'université, en externat. Roland descendit la première avenue d'un pas rapide, les mains enfoncées dans les poches de son imperméable. Il croisait peu de passants, mais les taxis et les voitures défilaient en sens inverse. Un petit groupe d'adolescents, à la sortie d'un café, se dispersait sur le trottoir. Il ne semblait pas avoir plus de 14 ou 15 ans. Il riait, bavardait. Un jeune garçon se mit à faire des bonds, tel un enfant sur une échasse à ressort. Une jeune fille le rattrapa par la main. Santé, jeunesse. Bertie ne sauterait jamais ainsi. Bertie marcherait, il marchait déjà, plus ou moins. Mais faire des cabrioles, pour le plaisir, pour amuser une fille, jamais. Et soudain, Roland fut saisi de rage. Il s'arrêta, serra les lèvres comme s'il était près d'exploser. Il jeta un regard derrière lui, mesurant le chemin qu'il avait parcouru, se demandant vaguement s'il n'était pas temps de rentrer, mais non. Il ne se souciait pas de l'heure, il ne ressentait aucune fatigue, et il avait déjà dépassé la 34e rue. Il s'imagina en train d'étrangler Bertie, de ses propres mains. Bertie ne se débattrait pas. Il ne comprendrait pas ce qui lui arrivait, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Roland revint sur ses pas, puis traversa l'avenue au feu rouge pour se diriger vers l'est. Il se sentait prêt à errer toute la nuit. C'était mieux que de rester couché les yeux ouverts, seul dans son lit. Sur le trottoir, Roland vit venir à sa rencontre un petit homme rondouillard. Il ne portait pas de chapeau, arborait une moustache et avait la mine préoccupée. Il marchait en fixant le macadam. Soudain, Roland se jeta sur lui. Il n'eut pas conscience que ses mains étaient tendues vers la gorge de l'homme. Sous le choc, celui-ci perdit l'équilibre et tomba en arrière, Roland sur lui. Accroché à l'homme, lui serrant le cou de plus en plus fort, Roland l'entraîna vers sa gauche, du côté où l'ombre était plus dense, au pied de l'immeuble. Roland enfonça ses pouces. L'homme n'émit aucun son, mais Roland voyait vaguement sa langue qui jaillissait comme celle de Bertie. Les sourcils de l'homme se haussèrent, ses yeux étaient écarquillés, des yeux grisâtres
pensa Roland. Avec effort, Roland le souleva et le déplaça d'1 mètre ou 2 sur sa gauche vers un recoin sombre semblable à un trou noir. Roland ne pensait pas, ne réfléchissait pas. Il percevait seulement, tout près de lui, un puits de ténèbres, un gouffre, où il voulait plonger l'homme, le réduire à néant. Essoufflé, mais les mains toujours crispées autour du cou de l'homme, il jeta un regard vers la brèche obscure. C'était l'entrée d'un escalier serré entre 2 immeubles, dont les marches de fer noires plongeaient vers le sous-sol. Les rampes sombres donnaient cette impression de ténèbres. Roland traîna le corps jusqu'en haut de l'escalier. Il se redressa et souffla. La tête et les épaules de l'homme, renversés sur la première marche, étaient noyés dans l'ombre. Seul était visible le bas de son pantalon et ses souliers usés. Roland se baissa et arracha un bouton de la veste à carreaux gris. Il empocha le bouton, tourna les talons et repartit dans la direction d'où il était venu. Il haletait encore. Il ne prêta pas attention aux 2 hommes qu'il croisa, mais saisit une bribe de leur conversation. « Dis carrément qu'elle aille se faire voir, tu sais, dit l'un. « Sans blague, répondit l'autre en ricanant. De retour sur la première avenue, Roland se dirigea vers le nord. Sa première pensée, ensuite, ou plutôt, la première chose dont il eut conscience, fut qu'il se trouvait devant les portes vitrées de son immeuble et qu'il devait mettre sa clé dans la serrure. Elle était bien dans la poche gauche de son pantalon, comme d'habitude. Il regarda derrière lui, pensant vaguement que le taxi qu'il avait conduit devait être en train de s'éloigner. Mais non, il avait marché. Bien sûr, il était sorti faire un tour. Cela, il s'en souvenait parfaitement. Il éprouvait les bienfaits de la fatigue. Roland prit l'ascenseur, puis il entra silencieusement dans l'appartement.